Par un après-midi glacial de 1964. Un ouvrier engagé creusait un fossé de drainage à travers un champ détrempé du Wisconsin lorsque sa machine heurta violemment quelque chose enfoui profondément dans la terre. Il supposa qu'il ne s'agissait de rien de plus qu'un vieux tronc récalcitrant ou d'une dalle de pierre oubliée. Mais tandis que l'équipe commençait à dégager l'épaisse argile mouillée, elle mit au jour un objet massif. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils étaient sur le point d'exhumer une découverte qui réécrirait un jour l'histoire de tout un continent. Pour les agriculteurs du sud-est du Wisconsin, drainer un champ marécageux est l'une de ces corvées interminables et ingrates. Les points bas retiennent l'eau stagnante pourrit les racines des bonnes cultures, et un champ inondé est un champ inutilisable. Alors un fermier local courageux nommé Frank Schaife décida qu'il était enfin temps de s'occuper de cette parcelle détrempée qui lui posait problème depuis des années. Schaife n'allait pas s'attaquer seul à la tâche. Creuser un véritable fossé de drainage est un travail brutal et technique, il engagea donc un homme équipé de matériel lourd pour venir trancher son champ. Cela semblait une tâche ordinaire, un jour ordinaire, le genre de corvée qu'on termine, qu'on oublie et à laquelle on ne repense jamais. Mais ce champ précis cachait quelque chose sous sa surface, et cette chose enfouie attendait silencieusement dans la terre froide et noire depuis plus de 14 000 ans. L'homme engagé grimpa sur sa machine et se mit au travail, traînant la lame à travers le sol humide, décapant le terrain couche par couche. Le rythme était régulier et prévisible, terre, gravier, encore de la terre. Pendant un moment, le travail se déroula exactement comme prévu. Puis la machine heurta quelque chose de solide. Ce ne fut pas un léger choc. Quelques terrassements, chose ancrée dans le s'arrêta net dans le sol comme une s'il y avait poussé secousse au fil des siècles violentes. L'impact fut si puissant qu'il projeta l'opérateur hors de son siège. Un instant, il creusait un simple fossé, et l'instant d'après, il gisait dans la terre, renversé par quelque chose qu'il ne pouvait même pas voir. Quelque chose d'énorme. Quelques terrassements, chose ancrée dans le s'arrêta net dans le sol comme une s'il y avait poussé secousse au fil des siècles. Secoué et désorienté, l'homme se releva et alla inspecter. Il s'attendait à trouver un énorme rocher, ou peut-être le tronc enterré d'un arbre ancien. Il saisit une pelle et commença à creuser à la main, grattant l'argile mouillée autour de ce qui avait failli détruire sa machine. Lentement pourri, dans marécage, il y a des marécages, il y a des générations, la forme de l'objet commença à émerger de la boue. Et il était grand, bien trop grand, et bien trop étrange pour être un simple rocher. Sans complètement, doute un vieux tronc, suggéra quelqu'un en examinant la longue surface incurvée. Peut-être un poteau de clôture enfoui par un ancien propriétaire. Peut-être une poutre d'une structure oubliée, pourrie dans marécage, il y a des marécages, il y a des générations. Par ici, les anciens avaient enterré quantité de rebus au fil des ans. Mais en quelques minutes, sans complètement. La surface de l'objet n'était pas du bois éclaté, ni du fer rouillé, et certainement pas de la pierre. Elle était d'un blanc cassé, teintée d'un ambre profond par des siècles de minéraux s'infiltrant hors du sol, et elle avait une étrange texture poreuse. Quand les hommes passèrent leurs doigts nus le long de la surface, ils reconnurent instantanément la structure. C'était de l'os. Pendant un bref instant glaçant, la découverte fut véritablement terrifiante. Songez-y, quand vous éventrez la terre isolée et que votre machine percute soudain un squelette gigantesque. Votre esprit ne se tourne pas immédiatement vers quelque chose de merveilleux. Il file droit vers des pensées sombres. S'agissait-il d'une sorte de tombe? Quelque chose de terrible s'était-il produit sur cette terre autrefois? Et quelle créature était assez grande pour laisser un os pareil? Travaillant dans un silence confus et inquiet, les hommes continuèrent à dégager la terre. Et à mesure que l'objet apparaissait pleinement, sa véritable ampleur se précisa enfin. C'était un seul os, mais il était colossal. C'était un fémur, un os de la cuisse, dans un champ du Wisconsin. Aucune vache, aucun cheval, aucun animal de ferme vivant n'avait un os de patte comme celui-ci. Puis ils creusèrent un peu plus profond et trouvèrent autre chose,
des fragments de ce qui ressemblait à d'énormes défenses incurvées. Les hommes restèrent là du Wisconsin, pleudant dans un champ du Wisconsin, silence stupéfait, à fixer la tranchée boueuse. Une créature d'une taille inimaginable reposait silencieusement sous ces terres agricoles ordinaires depuis tout ce temps. Et pas une seule personne n'avait jamais su qu'elle était là. La nouvelle de cet os étrange se répandit rapidement dans la petite communauté agricole. Finalement, un archéologue amateur local nommé Phil Sandé vint examiner le site. Sandé comprit tout de suite qu'il s'agissait de quelque chose de spécial, quelque chose qu'on ne devait pas simplement jeter au fond d'une grange et oublier. Alors il fit quelque chose de discrètement brillant. Il sortit un crayon et du papier et dessina une carte soignée et détaillée de l'endroit exact d'où les os étaient sortis de terre. À l'époque, cela dut sembler un geste dérisoire, presque inutile, juste une carte dessinée à la main d'un coin bout d'un champ. Mais ce simple morceau de papier allait devenir l'un des documents les plus importants de toute cette histoire. Seulement, cela n'aurait d'importance que 28 ans plus tard. Frank Chaffee, pour sa part, prit une décision généreuse. Il ne chercha pas à vendre ces os étranges, ni à les cacher. Il fit don de l'énorme fémur et des fragments de défense au musée public de Kenosha, afin que le public puisse les voir et que les scientifiques puissent les étudier. Et c'est là, en toute logique, que l'histoire aurait dû s'arrêter. Les os furent placés dans une vitrine, dans le cadre d'une exposition sur l'âge glaciaire, reposant tranquillement aux côtés d'autres reliques anciennes. Année après année, des dizaines de milliers de visiteurs passèrent devant cette vitrine. Des écoliers y pressaient leurs mains contre le verre. Des familles pointaient du doigt puis passaient leur chemin. Pendant 28 longues années, ce fémur géant resta simplement là, derrière la vitre, silencieuse et ignorée. Gardant fermement un secret que personne n'avait jamais pris la peine de chercher. Personne! Jusqu'à un après-midi, de la fin du mois de novembre 1990. Ce jour-là, un homme nommé Dave Weijen entra dans le bureau de Dan Joas, archéologue au musée public de Kenosha. Weijen avait examiné les vieux os de maman s'exposer, les étudiant d'une manière que presque personne n'avait jamais employée, et il avait remarqué quelque chose. Quelque chose de ténu, quelque chose qui, s'il avait raison, changerait absolument tout. Il dit à Joas qu'il y avait des marques sur les os d'étranges entailles délibérées et non naturelles. C'était une nouvelle électrisante, car si ces marques étaient bien ce qu'il soupçonnait, alors le musée ne conservait pas simplement les os d'un animal ancien derrière une vitre. Il détenait les preuves d'une scène de crime vieille de milliers et de milliers d'années. Quelques jours plus tard, Joas examina lui-même les os, aux côtés de Weijen et d'un autre archéologue nommé David Overstreet. Les trois hommes se penchèrent de près et étudièrent la surface de l'ancien fémur, et tous parvinrent à la même conclusion stupéfiante. Ce n'étaient pas des égratignures aléatoires. Ce n'étaient pas des dégâts laissés par la machine du fermier en 1964. C'étaient des marques de découpe. C'était la signature, indubitable, d'outils de pierre tranchant la chair et l'os. Dan Joas savait exactement ce qu'il avait sous les yeux. Il avait auparavant travaillé à Blackwater, au Nouveau-Mexique, le site Clovy d'origine, l'un des terrains de chasse anciens les plus célèbres d'Amérique du Nord. Il connaissait les marques que laissaient les chasseurs anciens. Et il comprit que si ces marques étaient vraiment gravées dans les os de Chaffee, cela signifiait quelque chose de presque trop incroyable pour y croire. Cela signifiait que des humains anciens avaient dépecé cet animal. Et qu'ils l'avaient fait ici même, dans le Wisconsin, allée du fleuve Mississippi, dans un endroit où ce type de preuve n'avait jamais été confirmé auparavant. Mais quelques marques, ténues sur une pièce de musée, ne suffisaient pas à le prouver. Pour véritablement confirmer la découverte, Joas devait revenir en arrière. Il devait retrouver le reste de cet animal, toujours enfoui dans le sol, exactement là où il était mort. Et là, il se heurta à un énorme problème. La découverte initiale remontait à 1964. Près de 3 décennies s'étaient écoulées depuis. Le champ du fermier avait été labouré, planté et moissonné des centaines de fois. La fosse d'origine avait disparu depuis longtemps, entièrement effacée.
Retrouver l'endroit précis d'où ces os étaient d'abord sortis de terre aurait dû être totalement impossible. Sauf pour une chose, ce geste discret presque oublié, accompli toutes ces années auparavant. En 1991, muni du croquis vieux de plusieurs décennies de Sandé, Dan Joas retourna à la ferme Chaeffé et entama le processus minutieux de localisation du site d'origine. Puis, en 1992, la véritable excavation commença enfin. Le musée public de Kenosha, en collaboration avec le Centre de recherche archéologique des Grands Lacs, se mit à découper soigneusement le champ. À la recherche d'un squelette dissimulé depuis la dernière période glaciaire. Ce ne fut pas une fouille rapide. Ce ne fut pas un unique après-midi frénétique à pelleter. L'excavation du site Chaeffé s'étala sur environ 18 longs mois. Joas et une équipe dévouée de bénévoles travaillèrent la terre lentement et méthodiquement, balayant le sol grain par grain. Terrifiés à l'idée d'endommager quoi que ce soit de fragile qui pourrait attendre dans l'obscurité en dessous. Et puis, sous environ 75 cm de terre ancienne et intacte, ils commencèrent à le trouver. Os après os émergea de l'argile lourde. L'équipe continua de creuser, et le squelette continua de grandir. Lorsqu'ils eurent enfin terminé, ils avaient récupéré une quantité stupéfiante de l'animal, quelque part entre 75 et 80 d'un mammos entier. C'était un mammos, laineux mâle adulte, un véritable géant de l'âge glaciaire. De son vivant, cette créature mesurait environ 3,35 mètres au garrot et pesait, selon les estimations, quelques 7 tonnes, soit à peu près 6350 kilos de muscles, de poils et d'os. Mais ce n'était pas la taille stupéfiante de l'animal qui glaçait le sang de tous. C'était l'état des os. Ce squelette avait été entièrement démantelé. Les os avaient été dispersés en tas distincts et délibérés, comme si quelqu'un les avait soigneusement triés. Les articulations montraient des dommages nets, comme si elles avaient été disloquées de force. Et à la surface, d'os après os se trouvaient ces mêmes marques obsédantes que Weijen avait d'abord repérées au musée, des entailles profondes, nettes en forme de V. Creusées dans l'os cortical par des outils de pierre. Cet animal n'était pas simplement mort dans ce champ tranquille. Il avait été chassé. Il avait été tué. Puis il avait été méthodiquement dépecé, découpé et traité par des mains humaines. Ensuite, l'équipe trouva l'ultime preuve glaçante. Soigneusement glissés sous l'énorme os pelvien, ils découvrirent 2 outils de pierre taillés à la main. L'un était une lame tranchante aiguisée. L'autre un petit éclat de pierre. Ils avaient été laissés là, sous le géant, par les gens mêmes qui avaient abattu cette créature. C'étaient les outils réels que les chasseurs anciens avaient utilisés pour accomplir la tâche. Debout dans ce champ tranquille du Wisconsin, les chercheurs comprirent qu'ils ne contemplaient plus simplement un tas de vieux os. Ils se tenaient au milieu d'une chasse ancienne, parfaitement figée dans le temps. Dan Joas commença, lentement à reconstituer toute l'histoire. Ce mammos était mort bien avant que l'arc et la flèche ne soient inventés en Amérique du Nord. Cela signifiait que les chasseurs qui l'avaient tué l'avaient fait de près, à pied, en n'utilisant que des lances à percussion. Ils avaient chargé un animal furieux de 3,35 mètres et 7 tonnes, armés uniquement de hampes de bois aiguisées et de pointes de pierre. C'était un acte d'un courage et d'un désespoir stupéfiant. Après la mise à mort, les chasseurs s'étaient aussitôt mis à dépecer l'énorme carcasse près du bord d'un lac, une étendue d'eau froide laissée par la fonte des glaciers. Ils tranchèrent la viande des os, trièrent les lourds morceaux et emportèrent ce dont ils avaient besoin pour survivre. Et ce lac même se révéla être la raison entière pour laquelle cette histoire put jamais être racontée. Les restes du mammos furent rapidement recouverts par l'eau immobile et les sédiments meubles du fond du lac. Scellés à l'abri de l'air et des charognards affamés, les os furent préservés dans un état remarquable pendant des milliers et des milliers d'années, attendant simplement d'être retrouvés. Mais la révélation, la plus stupéfiante de toutes, restait à venir, et elle n'avait rien à voir avec les os eux-mêmes. Elle tenait entièrement à leur âge. Lorsque l'équipe réalisa la première série de tests de datation sur le squelette, les résultats revinrent à environ 13 000 ans. Pour les scientifiques présents dans ce champ,
ce nombre signifiait une chose précise: Clovis. Le peuple Clovis fut, pendant très longtemps, considéré comme les tout premiers humains à avoir jamais foulé le sol des Amériques. Un site d'abattage vieux de 13 000 ans était une découverte incroyable, mais elle s'inscrivait encore parfaitement dans tout ce que les livres d'histoire affirmaient déjà. Puis ils testèrent les os une deuxième fois, à l'aide d'une méthode plus récente et bien plus précise, qui purifiait la protéine cachée au plus profond de l'os lui-même. Et la seconde série de résultats fit tout voler en éclats. Le mammos de Chaeffer n'avait pas 13 000 ans. Il en avait plutôt près de 14 500. Cette différence peut sembler minime, mais pour les archéologues, elle tomba comme un tremblement de terre. Ces 1500 années supplémentaires reculaient l'abattage à une époque antérieure au peuple Clovis, dans une fenêtre temporelle où, selon tous les anciens manuels, il n'était tout simplement pas censé y avoir le moindre humain vivant dans cette partie du monde. Le mammos de Chaeffer était devenu, discrètement, l'une des plus anciennes preuves de chasse humaine jamais découvertes à l'est du fleuve Mississippi. Il prouvait que de vraies personnes vivaient, chassaient et survivaient dans le froid brutal du Wisconsin de l'âge glaciaire. Environ 1000 ans plus tôt que presque quiconque ne l'avait jamais cru possible. Le chant détrempé et gênant d'un fermier venait de réécrire la chronologie des premiers Américains. Et puis, comme si cette histoire avait en quelque sorte besoin d'un ultime rebondissement, elle en offrit un. Alors que l'équipe travaillait encore d'arrache-pied à l'excavation du site Chaeffer, un fermier voisin nommé John Eubior se manifesta. Des années auparavant, Eubior avait sorti un os étrange et surdimensionné de sa propre terre, à peine 1-2 kilomètres plus loin. Et il l'avait gardé pour une raison toute simple: il était trop inhabituel pour être jeté. Quand les archéologues enquêtèrent sur sa propriété, ils mirent au jour encore un autre mammos d'Epsé. Celui-ci était même plus complet que celui de Chaeffer, entouré d'encore plus d'anciens outils de pierre. Et le mammos de Eubior se révéla plus ancien encore. 2 géants de l'âge glaciaire, 2 chasses anciennes, 2 fermes ordinaires séparées par moins d'1,5 kilomètre. Dissimulant toutes deux discrètement le même secret enfoui depuis plus de 14 000 ans. Ce qui avait commencé par un ouvrier violemment projeté hors de sa machine dans un fossé boueux s'était transformé en l'une des découvertes archéologiques les plus importantes d'Amérique du Nord. Un simple travail de drainage avait ouvert une fenêtre sur un monde perdu et révélé les courageux chasseurs anciens qui arpentaient cette terre gelée bien avant que l'histoire ne prétende qu'il l'ait jamais pu. Le géant avait dormi sous ce champ tranquille du Wisconsin pendant 14 500 ans. Et tout ce qu'il fallut pour le réveiller enfin, ce fut un après-midi ordinaire. Une simple corvée de ferme et une machine malchanceuse qui heurta quelque chose qu'elle n'était jamais censée trouver. Qu'auriez-vous fait si votre machine avait percuté un géant vieux de 14 000 ans enfoui dans votre propre champ? Auriez-vous continué à creuser ou seriez-vous parti? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres découvertes fascinantes tirées de la vie réelle. On se retrouve